Un demi-siècle de la base lunaire allemande, 1942-1992, par Vladimir Tarzinski. Les Allemands se sont posés sur la Lune dès 1942 probablement, en utilisant leur grande soucoupe fusée exo-atmosphérique de type Mitte-Schrive. La soucoupe fusée Mitte a été construite dans des diamètres de 15 à 50 mètres, tandis que la soucoupe fusée Schrive à turbine Walter a été conçue comme un véhicule d'exploration interplanétaire. Il avait un diamètre de 60 mètres, comportait 10 étages de compartiments d'équipage, et mesurait 45 mètres de haut. Bienvenue à Alice au pays des soucoupes. Au cours de mes recherches approfondies sur les théories américaines dissidentes concernant les conditions physiques sur la Lune, j'ai prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il y a de l'atmosphère, de l'eau et de la végétation sur la Lune, et que l'homme n'a pas besoin d'une combinaison spatiale pour marcher sur la Lune. Un gant, un pull vert et des baskets suffisent amplement. Tout ce que la NASA a raconté au monde à propos de la Lune est un mensonge et a été fait pour préserver l'exclusivité du club et empêcher les pays du tiers-monde d'y adhérer. Toutes ces conditions physiques rendent la construction d'une base lunaire beaucoup plus facile. Dès le premier jour de leur atterrissage sur la Lune, les Allemands ont commencé à creuser des tunnels sous la surface, et à la fin de la guerre, il y avait une petite base de recherche nazie sur la Lune. Les vaisseaux à énergie libre à tachyon de type Onib 1 et 2 ont été utilisés après 1944, pour transporter des personnes, du matériel et les premiers robots vers le site de construction sur la Lune. Lorsque les Russes et les Américains ont secrètement atterri ensemble, sur la Lune au début des années 50 avec leur propre soucoupe, ils ont passé leur première nuit sur place en tant qu'invités de la base souterraine nazie, Dans les années 60, une énorme base russo-américaine a été construite sur la Lune, qui compte aujourd'hui une population de 40 000 personnes, selon la rumeur. Après la fin de la guerre en mai 1945, les Allemands ont poursuivi leur effort spatial depuis leur colonie polaire sud de Neuschwaben. J'ai découvert une photographie de leur centre souterrain de contrôle spatial à cet endroit. Coopération militaire germano-japonaise en matière de R&D, selon Renato Vesco encore, l'Allemagne partagea une grande partie des avancées en matière d'armement avec ses alliés italiens pendant la guerre. Dans l'installation expérimentale de Fiat au lac de la Garda, une installation qui portait justement le nom du marshal de l'air Hermann Göring, les Italiens expérimentaient de nombreuses armes, fusées et avions avancés, créés en Allemagne. De la même manière, les Allemands entretenaient des contacts étroits avec l'establishment militaire japonais, et lui fournissaient de nombreuses armes de pointe. J'ai découvert par exemple, une photo d'une copie de la version pilotée du V1, le Reichenberg, produite au Japon par Mitsubishi. Le meilleur chasseur du monde, le Daumier 335 à double hélice à pousser, a été reproduit dans les usines de Kawashima. Ou encore une photo d'officier supérieur de la marine impériale japonaise inspectant la dernière station radar allemande. Un de mes amis japonais de Los Angeles m'a raconté l'histoire du père de son ami, qui travaillait comme technicien dans un bureau de recherche aéronautique au Japon pendant la guerre. En juillet 1945, 2 mois et demi après la fin de la guerre en Allemagne, un énorme sous-marin de transport allemand a apporté au Japon la dernière des inventions allemandes, 2 appareils volants sphériques sans ailes. L'équipe japonaise de R&D assemble les machines, en suivant les instructions allemandes, et, il y avait quelque chose de très bizarre et d'étrange devant eux, un appareil volant en forme de boule, sans aile ni hélice, dont personne ne savait comment il volait. Le carburant a été ajouté, le bouton de démarrage de cette machine sans pilote a été pressé et elle a disparu dans un rugissement, et des flammes sans un dans le ciel. L'équipe ne l'a jamais revue. Les ingénieurs ont été si effrayés par la puissance inattendue de la machine qu'ils ont rapidement dynamité le second prototype, et choisi d'oublier l'incident. Vol germano-japonais vers la Lune et Mars en 1945-46, selon les auteurs du film documentaire allemand clandestin de la société Thule, le seul vaisseau produit du type Onib 3, le cuirassé de guerre naval de 74 mètres de diamètre, a été choisi pour la mission la plus courageuse de ce siècle, le voyage vers Mars. Le vaisseau avait la forme d'une soucoupe, était équipé des plus grands moteurs tachyon d'Andromède, et était armé de 4 tourelles triples de gros calibre naval, 3 inversées et fixées sous le vaisseau, et la 4e au-dessus des compartiments de l'équipage. Un équipage suicide volontaire composé d'Allemands et de Japonais a été choisi, car tout le monde savait que ce voyage était un aller simple sans retour. La grande intensité des champs électromagnétiques, et la qualité inférieure des alliages métalliques utilisés à l'époque pour les éléments structurels de la propulsion, provoqua la fatigue du métal, et sa fragilisation après quelques mois de fonctionnement de la propulsion. Le vol vers Mars est parti d'Allemagne, 1 mois avant la fin de la guerre, en avril 1945. L'équipage était probablement nombreux, plusieurs centaines de personnes, en raison du faible niveau d'automatisation et de contrôle électronique à l'intérieur de la soucoupe. La plupart des systèmes de l'engin devaient être actionnés, comme ceux d'un U-boot de l'époque, manuellement.
comme les moteurs Tachyon, structurellement affaiblis, ne fonctionnaient pas à pleine puissance et pas tout le temps. Le voyage vers Mars a pris presque 8 mois. Le vaisseau a probablement utilisé un court trajet initial vers Mars en raison du fort champ gravitationnel à proximité de la Terre. Ensuite, le vaisseau est resté en roue libre pendant 8 mois sur une orbite elliptique vers Mars avec ses moteurs principaux éteints. Les voyages ultérieurs vers Mars du vaisseau commun soviéto-américain en 1952, et du vaisseau du Vatican du projet Marconi depuis l'Argentine en 1956 ont atteint Mars en seulement 2 à 3 jours, car leurs moteurs ont fonctionné pendant toute la durée du vol, ils ont accéléré pendant la première moitié et décéléré pendant la seconde. Des convertisseurs que les plus petits ont probablement été utilisés pour alimenter les systèmes et les équipements de survie à bord. Je n'ai pas d'informations à l'heure actuelle sur une quelconque capacité de gravité artificielle à bord du vaisseau, mais cela aurait pu être facilement réalisé avec les grands moteurs antigravité du vaisseau. Après un atterrissage brutal et presque fracassant, la soucoupe s'est arrêtée, endommageant irrémédiablement ses moteurs, mais sauvant l'équipage. Cela s'est produit à la mi-janvier 1946. L'atterrissage en catastrophe sur Mars n'était pas seulement dû au moteur Tachyon endommagé de l'engin, il était également dû au fait que la force gravitationnelle plus faible de Mars générait moins d'énergie pour les moteurs Tachyon, et aussi à l'atmosphère plus mince de Mars, qui ne pouvait pas être utilisée aussi efficacement pour briser l'air que l'atmosphère terrestre. Le vaisseau avait la forme d'une soucoupe géante, une forme qui est très efficace comme aérofrein, lorsqu'elle est entrée dans l'atmosphère avec sa section transversale en forme de luge perpendiculaire à la trajectoire de descente. Une question, à laquelle je n'ai pas encore répondu par l'affirmative, est de savoir comment les Allemands ont pu régénérer l'air à l'intérieur du vaisseau pendant 8 mois pour ce grand équipage. Ils utilisaient probablement des systèmes de survie avancés, développés initialement pour leurs sous-marins à turbine Walter et à énergie libre, qui parcouraient les océans sans refaire surface. Le message radio avec les nouvelles mitigées a été reçu par le centre de contrôle spatial souterrain allemand à Neuschwabenland, et par leur base de recherche sur la Lune.